Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Nadir. Comment vas-tu? Merci bien, tout va bien, merci Nicolas. Merci pour l'opportunité avec Secure. C'était vraiment une belle conférence et une belle expérience. Oui, tout à fait. Puis justement, ta conférence abordait un tour d'horizon des certifications et des cadres légaux, certifications, normes et cadres légaux qui existent en cybersécurité, justement pour un peu démontrer l'avantage de ceux-ci. Dans certains cas, les obligations qui vont avec des pénalités. Dans d'autres, n'ont pas des pénalités, mais sont des bonnes pratiques. On revient pas sur la présentation elle-même, mais on va aller plus loin. J'avais trouvé l'idée d'aborder des cas où il y avait des entreprises qui avaient été tombées dans des difficultés de mise en conformité ou face à la loi, dans lesquelles tu aurais rencontré à travers tes différents mandats, tes différents clients, puis justement de voir comment ceux-ci, c'est quoi les pétrins qu'on rencontrés et les façons de se sortir, puis justement de bénéficier, puis d'enrichir leur pratique de cyber. Je vais te laisser commencer avec ça. Puis ensuite, je vais te poser des questions, c'est sûr, parce que j'ai mon expérience là-dedans aussi que je vais partager. Parfait. Non, ça serait bien. Oui, dans le fond, pour aborder cette question, je peux commencer peut-être par dire que les cadres de conformité, comme je l'ai mentionné aussi dans la présentation, donc c'est vraiment divisé en deux gros types. Donc il y a les cadres de sécurité, il y a les cadres de confidentialité. Et dans le fond, les deux, ils servent des besoins un peu différents. Et par rapport à pourquoi, mettons, une entreprise, elle va aller chercher un cadre ou l'autre, etc., c'est vraiment, il y a différents critères, mettons. Et déjà, c'est un peu difficile des fois. Parfois, nous, on a des clients qui viennent nous chercher et ils nous contactent, etc. Ils nous demandent justement, moi, je pense, même au départ, je sais que je devrais adhérer à un cadre ou des cadres, mais je sais pas lesquels. Et là, ils commencent. Nous, on est dans ce domaine, mettons dans le domaine médical, on veut exercer. Et donc, ce qu'on explique, c'est que il y a des cadres en fait qui sont applicables à une entreprise. Tout dépend la géolocalisation où ils veulent faire du business. Par exemple, si tu veux faire du business en Europe, donc tu dois adhérer à la RGPD. Donc c'est un cadre de confidentialité à la RGPD qui permet d'assurer la protection des données personnelles des citoyens ou des résidents de l'Union européenne. Si par exemple tu veux faire un business ou du business au Québec, t'as pas besoin d'être une compagnie québécoise. Le fait que tu vas faire du business au Québec, tu dois adhérer à la loi 25, qui est déjà un gros sujet maintenant et tout le monde en parle. La loi 25 qui a commencé à entrer en vigueur progressivement. Ça a commencé en septembre 2022. Après, en septembre 2023, la deuxième phase. La dernière phase, ce sera en septembre 2024. Donc, ils ont essayé de faire ça progressivement parce que on voit qu'au Québec et même au Canada en général, il y a comme un désistement ou un désintérêt par rapport à l'adhésion de ces cadres-là, parce que ils voient pas les entreprises, les chefs d'entreprise, des fois, surtout s'ils viennent pas du côté technique. Nous, on a l'expérience, on est dans le domaine. Lui, il a un business qui veut rouler, il veut aller chercher des clients, donc pour lui, c'est une perte de temps. Mais ils ne connaissent la valeur que quand ils commencent à avoir des problèmes. D'ailleurs, nous aussi, il y a des gens qui viennent nous chercher. En fait, c'est un peu tard, mais après qu'ils se font hacker par des ransomware ou par les rançongiciels ou par d'autres choses. Et là, ils commencent à paniquer. Et là, ils se rendent compte de l'importance, en fait, Ouais, c'est toujours un peu malheureux. C'est un peu la même chose que quand on a une maison, on se fait voler, on va aller chercher un système d'alarme a posteriori et non avant. Tout ça est un peu triste pour les entreprises. Donc, de ce que j'en comprends, le principal déclencheur de mise en conformité, c'est l'incident qui a déclenché. Puis moi, je trouve ça malheureusement un peu triste. Est-ce qu'il y a d'autres éléments autres que l'incident? Est-ce qu'il y a la perte de contrat ou des éléments comme ça qui les mènent à... Ouais. En fait, ça, c'est ce qu'on vient de discuter là, c'est l'élément que nous, on voit majoritairement, surtout, comme je t'ai dit, au Québec et au Canada. Honnêtement, il y a une différence. Par exemple, si je prends nos clients des États-Unis, majoritairement non, parce que aux États-Unis, on dirait qu'ils sont plus militarisés, tu peux trouver une compagnie de 4, 5, 6 personnes, donc une vraiment très petite compagnie, et déjà, ils commencent à chercher à être, peut-être, SOC 2 ou ISO 27001. Et pourquoi? Parce que même là-bas, les investisseurs
Ça, c'est autre chose aussi. Ça, c'est des déclencheurs que les gens ils commencent à chercher à adhérer parce que maintenant, même des investisseurs aux États-Unis investissent plus dans des compagnies, sauf s'ils ont le minimum en fait d'ordre dans la compagnie. Et pour démontrer, parce que c'est pas suffisant de dire non, non, on est bien, on fait bien les choses, etc. Non, il faut le démontrer, il faut le prouver. Et le seul moyen pour le prouver, c'est d'adhérer à des cadres comme le SOC 2, comme les NIST, comme peu importe c'est quoi les cadres. Et là, tu vas pouvoir le prouver. Et là, bien sûr, les investisseurs, ils vont te faire confiance. Parce qu'en plus, si tu t'adhères pas, par exemple, à des cadres de confidentialité, comme on a dit, la loi 25 ici, la RGPD ou la CCPA ou autres aux États-Unis, ça, en plus, ça fait plus mal que les cadres de sécurité parce que ça vient avec des amendes. Et donc, maintenant, tu peux perdre la confiance de tes clients, mais non seulement ça, tu peux avoir des amendes qui font vraiment très très mal. Moi déjà, je me rappelle dans la présentation que j'ai faite au Secure, le dernier slide, je leur ai dit quand je vous laisse un petit quelque chose comme ça. En Europe, la dernière année en 2023, les autorités qui sont responsables pour la RGPD, ils ont délivré à peu près 500 amendes pour un total de 2 milliards d'euros. Donc, en moyenne, c'est 4 millions d'euros par amende. Et ça, c'est quelque chose vraiment que les investisseurs maintenant n'aiment plus. Donc, ils veulent pas investir à quelque chose et après, ils se retrouvent avec des amendes. L'autre chose aussi déclencheur, c'est des clients qui demandent d'une façon explicite d'avoir aussi un cadre. Parce que aussi, et en fait, les cadres aussi, c'est dans une philosophie de l'effet domino. Parce que si toi, t'es une compagnie conforme à la NIST ou SOC 2 ou etc., normalement, l'une des exigences de ces cadres-là, c'est que tes fournisseurs, ils doivent être aussi conformes, pas nécessairement au même cadre, mais à un autre cadre. Donc, ça crée l'effet de boule de neige ou l'effet domino plutôt. Donc, toi, tu dois dealer qu'avec des compagnies conformes. Cette compagnie-là doit dealer qu'avec des compagnies conformes, etc. Donc, ça, c'est un deuxième, si on peut. Et je finis peut-être avec un troisième. Il y en a aussi beaucoup d'autres. On peut aussi détailler après. Mais l'autre, c'est que je commence à entendre de plus en plus, ça c'est un peu récent, les gens y adhèrent maintenant à des cadres de conformité pour réduire aussi leur assurance de liability and cybersecurity insurance. Donc, pour réduire les montants, les chiffres, surtout la compagnie quand elle grandit, les chiffres commencent à augmenter. Donc, pour réduire ces montants-là, ils vont aller chercher les cadres de conformité. Ouais, celle des assurances, ça, j'avais vu dernièrement, on a eu des discussions de cette nature-là, considérant que les assureurs ont goûté de façon sévère dans les dernières années. Depuis le confinement, c'est assez brutal ce que les assureurs ont eu à payer. Puis il y a eu le cas plus récent avec Merckx notamment, qui a coûté des milliards en assurance. Et qui a fait énormément mal aux assureurs et réassureurs au niveau mondial. Donc là, ils niaisent plus avec ça, comme on dit. Et justement, là, ils prennent ça beaucoup plus donc évidemment la mise en place ou la mise en conformité par rapport à des normes comme ça. Puis là, après ça, une fois que tout ça est arrivé, une fois que le déclencheur est là, souvent, ce que je vois, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de mon expérience, les entreprises vont se lancer seules et non accompagnées dans ce processus-là. Puis généralement, il va y avoir des pièges associés avec ce genre de choses-là. Ils vont probablement faire des erreurs ou s'enliser un peu. Fait que je veux voir de ton expérience, qu'est-ce que tu as vu de ce côté-là? Oui. Dans le fond, c'est parce que le fait de vouloir appliquer ou quand une compagnie décide d'adhérer à un cadre, c'est pas gratuit, c'est pas facile aussi. Parce que, il faut avoir de l'expertise. Quand on parle de cadre, on sait bien que ce soit les cadres de sécurité encore ou les cadres de confidentialité, c'est beaucoup de texte. Si on prend, moi, je prends le cadre de SOC 2, c'est un document de 75 pages. La loi 25, c'est une page web de je sais pas combien de pages aussi, genre beaucoup de pages. Et le pire, c'est écrit avec un jargon très difficile. Un jargon de loi, un jargon des avocats. Moi, je l'appelle comme ça, un jargon des avocats. Donc, si vraiment t'as pas fait ça 1, 2, 3 fois, moi, personnellement, même avec mon expérience personnelle, la première fois, il y a à peu près 7, 8 ans maintenant que j'ai commencé
dans le domaine de cyber, comme moi, comme j'avais dit, je suis ingénieur, je travaille depuis 15 ans, mais j'ai commencé à aller vers aussi la security ou compliance officer, etc. Il y a 7-8 ans maintenant. La première fois ou les premières années, c'était comme infernal. Je lisais les documents et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'était vraiment difficile. Il faut avoir le support de quelqu'un d'expert. Et c'est ça maintenant, c'est le cas de la majorité, c'est la totalité des entreprises, à moins qu'une entreprise, son fondateur ou l'un des cofondateurs, il est expert en cybersécurité ou expert dans la conformité, ça c'est autre chose. Mais ce qui arrive souvent, c'est ça, c'est que les gens, ils se trouvent perdus, ils connaissent pas comment le faire. Et des fois, dans le but d'essayer de réduire les coûts, donc on va pas aller chercher un consultant ou on va pas aller utiliser un outil comme le nôtre, par exemple, Securely, là, qu'on utilise pour aider à l'automatisation des cadres de conformité. Donc, pour eux encore, c'est toujours la mindset de ça, c'est quelque chose que je dois faire, mais c'est vraiment une perte d'argent. Donc, je vais essayer de minimiser les coûts, je vais essayer de le faire moi-même. Donc, il va passer 1 mois, 2 mois à faire. Mais l'affaire, c'est que qu'ils comprennent pas aussi les autres, parce que tout ça, en fait, finalement, il arrive par arriver vers nous ou vers autre, que ce soit un autre outil ou des consultants comme les grandes compagnies, etc. Ça finit toujours par ça. Donc, il essaie au départ, mais nous, les êtres humains, c'est des fois, on n'apprend pas des expériences des autres, on doit faire les mêmes erreurs. Donc, on essaie toujours de le faire comme ça et après, on se rend compte que ça marche pas, donc on revient. Donc, et ce qui arrive, c'est que ils pensaient qu'ils ont mis les choses comme il faut, etc. Et quand est-ce qu'ils seront surpris? Lorsqu'ils vont vers l'audit. Donc, ils vont vers un auditeur. L'auditeur, il va leur demander de donner les évidences pour faire son audit, etc. Mais s'il y a une erreur qui était faite dans le passé, l'auditeur, il peut pas retourner en arrière et la corriger. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, s'il y a quelque chose qui était mal fait, ok, c'est mal fait. Donc, maintenant, on va attendre encore 6 mois, corriger ça. Et même les auditeurs, c'est pas leur tâche de dire comment les corriger ou c'est quoi les choses à faire exactement en détail. C'est pas un support. L'auditeur, tu lui donnes ces choses, il audite et il te dit ça passe ou ça passe pas ou si ça va pas, en tout cas. Donc, c'est ça toujours aussi l'une des grosses erreurs que les entreprises font. Et c'est toujours l'argent qui est. Je comprends aussi un peu parce que des fois des entreprises qui viennent de démarrer, il y a des fois des dépenses qui doivent les couper, mais il faut vraiment arriver à un niveau de conscience que on peut pas faire ça, on peut pas faire les choses à moitié. Donc, effectivement, je suis entièrement d'accord. Puis ça rejoint beaucoup mon expérience où les gens vont s'improviser là-dedans. Puis je dirais que même il y a des gens en cyber qui n'ont pas nécessairement l'œil de la conformité. Puis c'est une approche particulière. C'est pas tout le monde qui est confortable ou à l'aise dans un univers de conformité-là parce que c'est un langage, comme tu mentionnes, très spécifique, souvent légal ou comptable-ish à la limite, là, comme les auditeurs sont plus dans cet univers-là. Des CPA, ouais. Fait qu'ils vont vraiment fonctionner dans un langage spécifique. Tu parlais des preuves, justement, qu'il faut soumettre, faut documenter les différents éléments, il faut faire ça comme ça. Et malheureusement, ça va coûter pour les entreprises qui pensent sauver de l'argent en faisant ça eux-mêmes et en essayant de le faire. Ça va leur coûter plus cher parce qu'ils vont devoir passer généralement 1,5 à 2 fois plus de temps. Donc, pour arriver au même objectif. Et ça va retarder aussi à certains égards. Puis, surtout quand c'est dans les cas où c'est nécessaire pour obtenir une certification ou faire comme PCI DSS, c'est un bel exemple. Ça prend ça pour faire les transactions. Fait que si ça prend 6 ou 12 mois de plus avant d'être certifié et donc de pouvoir faire des transactions, ça a des pénalités financières pour l'entreprise qui sont quand même importantes sur la capacité ou l'incapacité de faire des ventes, incidemment. Donc, ça ralentit énormément et c'est une approche très particulière. Puis, pour avoir parti notamment pour du PCI DSS, moi, je ne suis pas un auditeur, là, puis je n'ai pas le mérite, mais j'ai déjà eu dans des occasions à amener de la mise en conformité pour un client et les amener justement à
préparer les différents éléments, qu'est-ce qui est dans la portée, qu'est-ce qui l'est pas, comment on doit le faire, et ainsi de suite, justement de les guider à faire les bonnes décisions, pas aller trop loin aussi. Puis c'est ça aussi dans ces éléments-là qu'il faut différencier. Puis les gens vont dire, ouais, je vais faire le maximum. C'est pas toujours nécessaire de faire le maximum pour ce que tu as. Si on va parler de PCI DSS, ben, il y a différents niveaux, donc c'est important de le mettre au bon endroit pour justement mettre des bons efforts, puis on parle de sauver de l'argent puis d'être optimisé, ben ça en fait partie. Fait que là, c'est d'où vient l'importance de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît ça, parce que on va mettre les bons efforts suffisamment à la bonne place et pas pour rien à ce moment-là. Exactement, exactement. C'est ça. C'est vraiment pour économiser de l'argent, il faut, c'est pas, désolé, j'essaie de trouver la phrase, mais pour économiser de l'argent, c'est pas le fait de ne rien faire ou de faire tout par toi-même, etc. Non, c'est vraiment de le faire avec le bon dosage. Donc, il faut vraiment faire avec l'effort nécessaire, pas excessivement, pas vraiment, c'est le juste nécessaire, en fait, c'est ça. Oui, absolument. Puis c'est d'autant plus difficile parce que c'est un langage qui est quand même assez complexe puis qui est difficile à maîtriser pour les gens qui ne sont pas dedans. Puis je le répétais, et à ce moment-là, de pas répondre correctement aux exigences, ben là, on perd du temps par répondre à des mauvaises choses. Puis c'est des documents assez lourds à remplir. Il y a des templates qui vont avec ça, on peut remplir, mais si on ne sait pas comment le remplir, ben on va galérer. On va avoir de la difficulté, puis on va perdre du temps, puis c'est notre temps. Puis si on pense que c'est un entrepreneur qui veut se lancer là-dedans, ben c'est son temps d'entrepreneur qui, au lieu de dédier à sa business, à cheminer, ben il est perdu dans des éléments de conformité. À moins que ce soit dans sa profession d'origine, sinon il perd son temps énormément. Tu sais, comme moi, comme entrepreneur, puis comme toi aussi, tu sais, il y a un niveau de choses que tu délègues à d'autres personnes. Moi, c'est ma comptabilité, je la fais pas, je la délègue à des gens qui sont énormément meilleurs que moi et qui aiment ça, faire ce genre de choses-là. Fait que c'est deux choses très bien parce que moi, je ne suis pas très bon et j'aime pas beaucoup ça non plus. Donc, les deux choses, je les fais parce que j'aime l'expérience de l'avoir appris, mais maintenant, je les délègue à des gens qui me rendent, qui font du bonheur dans ma vie parce que je n'ai pas à faire ça, j'aime pas beaucoup ça, là. Oui, et d'ailleurs, dans le processus de conformité, il y a beaucoup de choses que les gens ils aiment pas faire, justement. Et comme c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut déléguer. Par exemple, il y a parmi les choses et les bases normalement de tout cadre de conformité, c'est en fait de bâtir tes politiques et tes procédures, les policies et les procédures. Ça, c'est des documents à rédiger. C'est pas des choses templates standards que tu peux télécharger tu peux avoir une base avec sur laquelle tu te bases et tu bâtis tes cadres ou tes policies, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment donner son temps. Il faut bien lire ce que tu veux et il faut bien sûr écrire ce qui est réaliste, c'est-à-dire ce qui fonctionne ou ce qui marche avec ton contexte et ta compagnie. Donc, on parle ici, par exemple, si on prend encore toujours SOC 2 ou ISO 27001, il y a minimum 20 policies et procédures et plus. Et les gens, ils aiment pas faire ça. Mais si tu vas essayer de le faire toi-même, tu vas passer beaucoup de temps et finalement, ça va pas être efficace, ça va pas être auditable, si on veut dire. Ouais, puis c'est pas auditable, donc on va devoir recommencer le chose. Puis justement, c'est dans les pièges standards que je vois. C'est justement, on pense qu'on connaît ça. Puis il y a beaucoup chez les technologues là, qui pensent, l'expérience que j'ai de ce type-là, c'est de PCI DSS, qui pensent qui savent comment ça fonctionne. Ne faites pas ça parce que vous brûlez de votre temps qui est précieux, parce on est dans une pénurie de ressources. Et on passe du temps de gens qui pourraient amener de la valeur à l'entreprise à des activités qui vont perdre du temps, qui vont rager. Puis en général, les technologues n'aiment pas beaucoup ça, ce genre de travail-là. Ça leur pue au nez. Puis ils vont y aller de reculons. Donc, ils vont essentiellement travailler, disons, 2 fois plus lentement sur cet élément-là et ils ne réussiront pas à avoir quelque chose d'intéressant. Exactement, non, exactement, ouais. Ce qui leur permettra de ne pas aller plus loin. Est-ce que tu as d'autres pièges que tu as vus ou d'autres erreurs que les entreprises vont faire quand ils vont se lancer dans ces processus-là? Ouais, je dirais aussi, il y a l'affaire parce que des fois,
Et là, j'ai vu ça plus ici au Canada et au Québec. Vu que, comme on a dit, je pense qu'il y a une différence entre les États-Unis et le Canada. Donc, les États-Unis sont plus militarisés. Ici, il y a plus de flexibilité, si on veut appeler ça comme ça. Les clients, oui, donc les clients, ils exigent pas nécessairement que toi, en tant que fournisseur, tu dois être conforme à une tel cadre ou un tel cadre ou autre. Mais par contre, ils vont aller faire leur security assessment, donc leur euh, propre security assessment à eux autres. Donc, et on trouve des fois, surtout dans une compagnie qui est en pleine croissance, qui fait le onboarding, et je m'excuse, des fois, je cite des mots en anglais parce que Non, non, aucun problème. C'est très, très présent dans le milieu, ce genre de c'est choses-là. ça. Puis en même temps, tu sais, parce que je travaille beaucoup avec la France notamment, mais eux, l'injection de mots anglais n'est pas la même qu'ici. Fait que tout ça était très drôle, mais bref, c'est tout à fait normal d'avoir de l'anglais dans ce genre de conversation-là. Ouais. Donc c'est ça. Donc ils demandent pas, mais ils vont faire leur propre security assessment. Et là, une compagnie en pleine expansion qui fait l'onboarding de 3 à 5, je sais pas, clients par semaine ou par 2 semaines, peu importe, ils vont se trouver dans le pétrin parce que moi, je travaillais dans une fintech à l'époque. Avant de lancer, d'ailleurs, on est allé vers le PCI DSS et on est allé vers le SOC 2. Et l'une des raisons, parce que on était en pleine expansion et on fait l'onboarding à travers tout le Canada de plusieurs clients. On travaillait avec des banques comme le TD Bank, comme Desjardins et tout. Et on s'est trouvé presque à chaque mois, 2 mois maximum, on passe à travers un security assessment qui est non seulement un fichier Excel au départ qui t'envoie ça avec une centaine ou plus même de questions, que peut-être ils disent la même chose que toi tu le fais déjà, mais la question aussi est écrite d'une façon différente. Chaque client il t'écrit la question de sa façon à lui, donc tu te trouves à répondre à la même question peut-être. Mais déjà, ça te prend du temps à comprendre, c'est ce qu'ils veulent, vraiment, c'est la même chose qu'ils veulent, toutes. Donc ça, c'est un. Mais après que tu finis le fichier, tu l'envoies, ben là, il t'envoie d'autres mondes, et moi, personnellement, j'en ai fait ça pas mal de fois. On passe 1 semaine ou 2 semaines à travers un assessment en vrai, en temps réel. C'est-à-dire, ils te disent, OK, on passe genre, je me rappelle très bien, il y a une fois avec une grande banque, on a passé peut-être 2 semaines, on a fait 7 réunions. Chaque réunion sur les 2 semaines est allée sur les 2 semaines. Chaque réunion, ça durait 4-5 heures par jour. Et moi, j'étais là, assis devant la personne, mon écran partagé. Dans la question X, vous avez dit, vous faites ça et ça et ça, montrez-nous comment vous le faites. Et là, moi, je dois aller ouvrir, peu importe c'est quoi la plateforme, c'est quoi l'outil, comme dans notre infrastructure chez Amazon, AWS. Je lui montre, on fait ça, OK. Vous le faites depuis quand? Encore parce que ils veulent voir qu'on le fait vraiment et on le maintient, ça fait longtemps. C'est pas juste, on l'a fait juste occasionnellement pour passer l'audit et après, au revoir. Donc, et ça rajoute plus de stress. Ça me fait perdre mon temps, moi, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et passer 5 heures par jour à juste faire ça pendant 2 semaines, c'est quand même pas cool. C'est pas le fun. C'est vraiment stressant donc, on a fait 1, 2, 3. Après, on a dit, c'est bon, il faut trouver une solution. Et la meilleure solution, c'était d'aller chercher les cadres de conformité. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux citer, si c'est l'endroit de citer des noms de compagnies ou non, mais on a fait affaire avec GoSecure, qui est, je pense, partenaire avec Secure. Donc, on a travaillé avec eux pour le PCI DSS à l'époque. Et après, c'est devenu plus clair, plus net. OK, qu'est-ce que vous faites? On fait ça. Voilà notre rapport. Après, on a cherché aussi le SOC 2. Voilà notre rapport. Et ça a vraiment rendu le onboarding, surtout des clients et les partenariats plus fluides. Donc, ça a vraiment aidé même l'équipe de vente, l'équipe de sales. Ouais, ben c'est aussi beaucoup ce que je vois. Puis j'ai eu des clients dans le passé qui ont passé, dans lesquels étaient à la limite frustrés de devoir se soumettre à des questionnaires de
leur partenaire d'affaires parce qu'ils leur faisaient pas confiance. Puis comme tu m'as dit, chacun a son formulaire, c'est pas la même chose, il faut le répondre différemment. C'est en anglais, en français de France, en français du Québec, en anglais de pas américain, en anglais américain. Ouais. Fait que c'est toutes des notions qui nous arrivent, puis là, on est un peu tout perdu. Puis des fois, même la compagnie qui nous l'envoie est un peu perdue aussi. Là. J'ai déjà vu des cas comme ça, mais bref, parce qu'on trouvait un formulaire puis ils l'ont envoyé parce que. Mhm. Mais justement, d'arriver dans un contexte prénormé, justement, ISO est un bel exemple. Le FedRAMP aux États-Unis est un bel exemple. Le NIST est un guide, c'est pas certifiable. Le NIST, malheureusement, à certains égards. Mais on peut se retrouver dans certaines structures. Certains auditeurs vont auditer la conformité malgré tout à certaines normes du NIST, justement, pour arriver à quelque chose d'intéressant. Mais ça devient intéressant, puis là, on parle de pièges et des éléments comme ça. Il demeure pas moins que cet exercice-là rehausse quand même nos infrastructures au passage. Et ce n'est pas qu'un élément de conformité. Puis, en TI, les gens sont généralement très fâchés de la conformité parce qu'ils ne voient pas le lien entre la conformité, parce que PCI et DSS c'est le meilleur exemple de cette nature-là, où ça n'a pas amélioré vraiment la sécurité, en tout cas du moins dans les premières itérations. Je pourrais pas parler, je pense qu'on va dire la version 4 de la norme. Oui. Puis ça a énormément évolué entre les deux, entre ce qui était au début, puis c'était vraiment juste de la base, de conformité pure et dure. Moi, j'avais travaillé avec la 3.4, ouais, probablement, quand j'ai travaillé avec. Fait que c'était déjà plus adapté au réel. C'était déjà plus facile à mettre en œuvre, puis j'imagine que la 4 a continué cette amélioration-là, cette adaptation-là qui a suivi. Mais encore là, ça prend des efforts. Faut la portée soit bonne, faut le faire pour les bonnes raisons, puis ensuite, on fait juste le présenter. Puis s'il y a des dans ce sens, c'est un mauvais exemple parce que c'est un contrat qui nous est obligé par les émetteurs de carte de crédit. Dans le fond, eux autres, le bâton, ils l'ont. Fait. Si tu fais pas bien tes choses, ben, tu peux plus faire la transaction. Fait que c'est assez brutal comme bâton, là. Ou tu peux le faire, mais tu seras illégal. Ouais, ben c'est ça. Ben, si tu te fais prendre, parce que j'ai eu des conversations, je n'ai fait plus qu'un client avec du PCI DSS, puis on a eu des différentes questions chez certains clients. Puis il y en a, ils veulent, ouais, mais si je le fais pas, est-ce que c'est grave? Ben, dans les faits, non. C'est comme rouler à 120 sur l'autoroute, où le problème, c'est que si tu te fais attraper, les conséquences sont majeures. C'est pas juste genre t'as 2 points de perdu, $200 d'amende. C'est plus comme si tu roulais 140 sur l'autoroute, ça devient ce qui est considéré de la conduite dangereuse. Et là, on change de braquet, c'est-à-dire que tu perds ton auto, puis ton permis, il est suspendu pendant 1 an. Fait que là, on n'est pas exactement dans le même degré de choses. Fait que là, ensuite, c'est toi, entreprise, est-ce que tu es prêt à prendre le risque que si tu rates, ou ils décident de t'envoyer un QEC pour aller vérifier, t'es pas conforme, t'es en pénalité, puis tu n'as plus le droit de faire de transactions. Donc, c'est cette réflexion-là. Puis là, en général, ça ramène un peu le bon sens dans le décideur. Là. Ouais. Non, c'est drôle parce que moi aussi, je cite souvent l'exemple de le fait de conduire sur l'autoroute, etc. Parce que moi aussi, une fois, je parlais avec un entrepreneur, on parlait et je lui ai dit, c'est ça, la loi 25, je lui ai expliqué, il n'a jamais entendu ça. Et là, il m'a dit, mais pourquoi moi, je serais maintenant obligé de le faire? Moi, ça fait 4 ans que je roule ma business et j'ai pas eu de problème. Il y a personne qui m'a parlé de ça et toi, tu sors de nulle part et là, tu me parles de ça. Et en plus, comme tu as mentionné, moi, je lui ai dit que parce que il y a comme aussi le NIST, les cadres de confidentialité en général, la RGPD, la loi 25, etc. C'est pas des cadres ou des lois certifiantes. Donc il y a pas d'auditeur malgré qu'ils encouragent que des entités privées se créent pour faire des audits, auditer les gens, etc. Ils encouragent ça, c'est écrit même dans les textes. Mais il n'y a pas de certificat. C'est pas comme le SOC 2, c'est pas comme le ISO. Donc, t'auras pas de. Et là, il m'a dit encore plus, comme je vais pas avoir de certificat. Donc, pourquoi je le ferai? Je lui ai dit, bah, c'est simple. Et là, j'ai cité un exemple qui est similaire à ton exemple. Mais je lui ai dit parce que il y a 3 choses. Maintenant, déjà, les cadres de confidentialité et l'exception du cadre de sécurité comme PCI DSS, ils viennent avec des amendes. Donc, c'est ça. Comme n'importe quelle personne dans la rue,
il y a des lois qu'il faut respecter, ben, tu peux ne pas respecter les lois et tu vas être correct, mais le jour où ils vont te choper ou ils vont t'arrêter, ben, tu vas payer pour tout le reste. Donc, c'est exactement ça. Donc, tu peux faire ça, tu peux ne pas être conforme, c'est correct, tu peux rouler ta business 10 ans même, pas 4 ans, 10 ans, 15 ans, mais le jour où ils vont, et tu vas te faire prendre, ben, tu vas payer. Et ça sera pas facile. La deuxième chose, c'est que eux aussi, normalement, ils font c'est comme les taxes, là, quand tu déclares, tu fais la déclaration des taxes d'une façon volontaire, aléatoire, bah, ils cherchent quelques compagnies et ils disent, bah, on va faire une audit ou un audit. Montrez-nous vos preuves des dernières 3, 4 ans, par exemple, peu importe. Donc ça, c'est autre chose aussi. Bon, tu peux être malchanceux et tomber dans ce groupe-là de compagnies aléatoires qui vont auditer. Mais la troisième chose et la nouvelle, et c'est vraiment intelligent, moi j'ai adoré ça. C'est mauvais pour les entreprises, mais j'ai adoré ça. Maintenant, j'ai parlé aussi un peu de ça dans la présentation, et c'est le cas de comment on appelle ça, Meridian Link et contre le ransomware de AlphaV. Bah, la compagnie a eu un rançongiciel et c'est vrai, comme on dit, c'est vrai comme si on par le texte, tu deals jamais avec un hacker. Tu t'es fait attaquer, tu dois te débrouiller et tu dois récupérer tes données autrement parce que une fois que tu deals avec, ils vont t'attaquer plus, etc. Mais là, ce qui se passe avec l'apparition des cadres de conformité ou des cadres de confidentialité plus avec les amendes, ben maintenant, t'as pas le choix. Le fait d'ignorer le hacker, ce n'est plus un choix plutôt. Ton seul choix, unique choix, c'est d'adhérer à ces cadres. Parce que si t'es pas prêt, si t'adhères pas à ces cadres, t'as pas besoin que ton client ait fait plainte contre toi ou les autorités font une audit aléatoire, etc. Non. Ce qui s'est passé avec Meridian Link, c'est les hackers eux-mêmes, ils ont demandé avec Laurent Sangiciel, donc ils ont demandé de l'argent en contrepartie pour donner les données. Ben, la compagnie les a totalement ignorés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait rempli une plainte contre leurs victimes aux autorités. Ils ont dit, cette compagnie-là, ils essaient de dissimuler une attaque et on a toutes les preuves. Ça, c'était récent, c'est en janvier. Donc maintenant, le Meridian Link et dans le pétrin, ils sont dans les phases de vérification, etc. Mais certainement qu'ils vont avoir des amendes. Donc ça, c'est autre chose. Donc, tu veux pas le faire, c'est bon. Mais maintenant, quand tu te fais choper avec des hackers, ce n'est plus même le temps de revenir et chercher. Tu te rappelles, au début de notre discussion, on a parlé, il y a des gens qui viennent quand c'est trop tard. Maintenant, même le trop tard n'est plus suffisant parce que t'es plus que trop tard, genre, parce que tes hackers, ils peuvent remplir une plainte et tu vas payer. Oui, tout à fait. Ça, je l'avais trouvé très drôle, très drôle. Très, très intéressant, l'imagination des malveillants pour aller récupérer de l'argent. Tous les moyens sont bons. Puis c'est aussi un autre souci particulier. L'importance de répondre de façon authentique à ces normes-là ou peu importe aux éléments qu'on a. Puisque maintenant, les attaquants sont à peu près partout. Ce serait pas étonnant qu'un réseau se fasse attaquer, que rançongiciel, peu importe ce qui se passe. Et à ce moment-là, puis là, si on parle, disons, loi 25 ou RGPD, ben, si on ne le déclare pas, on va se faire rattraper. S'il y a une fuite, puis c'est découvert à posteriori, on va se faire rattraper, et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'agir de ce côté-là. Puis j'avais un site, je pense que c'est RGP, c'est GDPR Tracker, je pense, qui est un site qui met toutes les amendes qui sont déclarées au niveau du RGPD. Et ça permet de constater à quel point il y en a beaucoup d'amendes. Là, tu m'as donné des chiffres. J'ai pas regardé dans la dernière année, fait, je peux pas dire ces chiffres-là, mais quand j'avais regardé, je pense que c'était en 2022, le nombre d'amendes distribuées était quand même important. Et c'est toujours des sommes qui sont toujours conséquentes par rapport à la grandeur de l'entreprise. Et j'avais beaucoup de ce que j'avais regardé à ce moment-là,
des 20 000 euros, 25 000 euros, 50 000 euros. Mais pour une petite entreprise, 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent et ça va te les mettre dans le pétrin aussi. Et ça semble pas frapper l'imaginaire. C'est sûr que d'un point de vue public, on attend genre Google est poursuivi pour 500 millions d'euros. Tu sais, ça frappe l'imaginaire. Mais le réel, puis les vrais cas qui ont lieu, c'est toutes petites entreprises à coût de 25, 30 000 euros qui se font mettre à l'amende. Puis il y en a beaucoup, là. C'est pas, ils dorment pas, là. Ils sont très actifs. Puis les gens font beaucoup de plaintes aussi. Ce qui amène aussi un autre élément là, par rapport à ça. Là. Il n'y a pas juste les malveillants qui le font pour extorquer de l'argent. Il y a quand même les gens qui se plaignent parce que ils trouvent que leur information personnelle n'est pas correctement protégée. Et justement, ces gens-là, ces entreprises-là, pour eux, ils trouvent qu'ils sont négligents. Oui, oui, exactement. D'ailleurs, ça, c'est comme je l'avais mentionné à notre ami, là, le dernier exemple que j'ai cité, ça, c'était la deuxième raison aussi. Parce que, comme je t'ai dit, il m'a dit, mais pourquoi je le ferais? Ben, je lui ai dit, c'est ça. Soit les autorités vont auditer, soit un client qui va porter plainte, parce que maintenant, c'est ça la base. C'est vraiment, il faut être transparent. Et ça, c'est d'ailleurs parmi les choses de base de ces cadres, parce que il n'y a pas une société à zéro risque. Et c'est pour ça, dans la présentation aussi, j'ai cité Desjardins, parce que Desjardins, c'est une très grande entreprise à l'échelle nationale. Ben, tu peux pas, si Desjardins elle se fait hacker ou autre, même Meridian Link, c'est une compagnie publique, donc c'est vraiment, ils sont très, très grandes compagnies. Ben, ils se font hacker. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que de toute façon, toutes les entreprises se font hacker, donc c'est pas la peine de le faire de toute façon, je vais me faire hacker, je vais me faire hacker? Non. C'est en fait, il faut le prendre dans le bon exemple plutôt. Et dire qu'il n'y a pas d'entreprise zéro risque. Donc, il n'y a pas vraiment, le zéro risque n'existe pas. Mais, et d'ailleurs, c'est ça, comme j'ai dit, la base de ces cadres-là, c'est vraiment le fait d'être transparent, le fait d'avoir des plans clairs, le fait d'être conscient en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, même dans l'entreprise, parce que ça, c'est aussi l'un des principes des cadres de conformité, c'est que les employés, ils doivent aussi adhérer à ce cadre-là, à leur niveau. Ils doivent lire et comprendre les policies et les procédures que tu rédiges et tu mets au sein de l'entreprise. Donc, tes employés doivent lire, en prendre connaissance, conscience et les accepter. Il faut aussi offrir du training, donc de la formation contre où on appelle ça le Security Awareness Training, donc par rapport à ça, à tous les employés. Et ça doit être quelque chose de récurrent chaque année ou pour chaque nouveau employé qui intègre la compagnie aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut... et c'est la base, comme j'ai dit, c'est la transparence et la conscience. Il faut être conscient des risques, essayer de mitiguer ces risques-là, donc avoir des plans de mitigation plan ou mitigation risk. Il faut avoir aussi un plan d'incident, de escalade d'incident, donc incident response plan, comment on répond aux incidents. Lorsqu'on a un incident, il faut avoir un plan transparent, comment faire ça en interne, essayer de résoudre ça en interne, être transparent et informer les clients impactés. Informer aussi les autorités en responsabilité. Donc, c'est tout ça. Et après, tu vas limiter les risques de pénalité, etc. Tu vas peut-être réduire, tu vas limiter. Mais au fur et à mesure, et tu peux pas faire ça, tu peux pas être transparent, tu peux pas avoir un plan clair, etc. Out of nowhere, juste comme ça, tu vas dire ok, on va commencer à mettre ça en place. Ben, les cadres de conformité, c'est en fait, il faut les prendre comme des outils pour faciliter ça. Donc la finalité, c'est pas être conforme pour juste être conforme. La finalité, c'est vraiment comme faire nettoyer des choses. Donc t'as ce que tu sais, dans le CMMI, les niveaux 1, 2, 3 jusqu'à 5, on dit ben, le niveau 1, c'est le chaos. C'est la compagnie chaotique. Ben, il faut juste faire un peu de nettoyage, donc mettre les choses au clair, rédiger des choses, avoir, comme j'ai dit, des plans, être conscient. C'est très, très, très important. La conscience, il faut juste être en connaissance de cause de ce que tu as, de ce que tu es en train de faire, et c'est quoi les risques qui peuvent arriver et comment mitiguer ces risques en premier plan.
S'il y a quelque chose, un risque qui a passé dans les trous et il est tombé sur nos têtes, mettons, il faut comment être transparent, informer les parties prenantes, faire le post-mortem, faire le root cause analysis. Donc, il faut faire l'analyse de cause initiale, si on peut dire ça. Donc, c'est grosso modo, c'est ça, adhérer à des cadres de conformité et mettre en place des outils de cybersécurité pour renforcer la sécurité. C'est très intéressant. On va conclure sur ça parce que je pense que tu as fait une belle fermeture, justement, puis un bon plaidoyer pour ce que c'est, puis le côté essentiel de ce que c'est, puis le bénéfice qui sont avec ça. Je te remercie énormément parce que, la conférence par elle-même était très intéressante, parce qu'on n'a pas vraiment abordé ici. Et plus cet ajout-là, puis justement ce regard un peu plus précis sur certains éléments pour aider les gens à se retrouver là-dedans, puis justement, les inciter à consulter des experts quand ils en ont besoin, parce que je pense que c'est vraiment ça la clé pour s'en sortir indemne de ces stratégies-là. Merci énormément pour ce partage. Avec plaisir, Nicolas, avec plaisir. Et ça me fait plaisir de toujours partager et redonner à la communauté.